Salut à tous, épisode 6 avec ces ragazzi et Fabio Aru. On ne sait pas s'il faudra peut-être changer le titre de la carrière tellement elle est en train d'évoluer. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé entre le Tour de Lombardie 2020 et les Strade Bianche 2021 avec donc une fin de saison, avec des évolutions et des progressions de certains, avec quelques courses à tout début d'année 2021, surtout une planification aussi sur laquelle je serai un peu moins long que parfois, puisque j'ai déjà développé dans pas mal d'autres vidéos. Le fil de la partie s'est trouvé modifié en fait, parce que je sentais que le Giro qu'on aurait pu jouer aurait beaucoup trop ressemblé à celui avec Lotto Soudal, mais en moins bien. Du coup, je me suis dit qu'il valait mieux essayer de sacrifier beaucoup de temps pour les grands tours sur des projets un petit peu plus intéressants. On jouera un Giro fatalement, puisque c'est le but, mais si je pouvais gratter un petit point avec Aru en montagne par exemple, ce serait pas de refus. Donc on verra s'il y a possibilité d'espérer quelque chose de ce côté-là. On avait du coup recruté pour être plutôt une équipe un peu de développement, c'est-à-dire avec beaucoup de jeunes. Je suis allé chercher des régènes. On avait pris le parti comme ça dans cette partie de faire proposer quelque chose de différent. Et tiens aussi l'occasion de voir un Lopez surpuissant. Lopez quand même pas loin de se faire reprendre par Kwiatkowski. Mais Lopez champion du monde. Champion du monde en Suisse pour Miguel Angel Lopez, avec un Gianni Moscon courageux mais insuffisant, qui rajoute une 8ème place assez virtuelle à ces déjà jolies places d'honneur au championnat du monde sur deux profils totalement antagonistes. Voilà, donc Alaphilippe qui remporte le Giro d'Emilia. Ensuite on avait eu Milano-Torino avec Adam Yates, une 4ème place pour Moscon, et donc on était pour ainsi dire à la veille du Tour de Lombardie, sur lequel, écoutez, c'est très simple. J'ai deux têtes. Quelqu'un me disait dans les commentaires, tu vas le jouer pour Moscon? Pas nécessairement. Ça dépend vraiment de la forme du jour. Je peux le jouer pour Fabio Aru si ce dernier a une très bonne forme du jour, on n'en sait rien. En prévisionnel, l'un comme l'autre sont à +3. Donc à partir de là, les deux sont envisageables de jouer pour l'un ou pour l'autre. On voit que les tout meilleurs sont présents. Après, dans quel état? C'est la course qui nous le dira. Et c'est parti donc. Vous allez voir qu'il va y avoir des petits coups du sort assez rapidement sur ce Tour de Lombardie, qui en fera une course avec quelques difficultés supplémentaires, occasionnées notamment ici par une chute impliquant notamment Gianni Moscon et 3 de ses équipiers, mais aussi on voit les Astana qui rappliquent, mais aussi Jacob Fuglsang et aussi Miguel Angel Lopez. Du coup il y a pas mal d'équipiers qui sont redescendus avec Astana. On va donc s'imposer comme ça une tentative de remonter vers le peloton. Alors ce qui va être à signaler, c'est pour ça que je le montre et que je développe ce truc là, qui aurait pu être vu comme anecdotique, mais il l'est pas du tout. Déjà il va impacter Moscon, Fuglsang, Lopez au minimum par rapport à la victoire finale, puisqu'il va y avoir une obligation de rentrer, une obligation de rouler qui va être assez forte, alors que là je vous fais défiler les favoris. Ils sont bel et bien là, tous ceux qu'on connaît. Ça va être problématique notamment parce que le peloton a accéléré après notre chute. Donc très virtuellement un acte antisportif caractérisé qui visait les Andiamo Ragazzi et Astana. Conjointement, les deux équipes ont été ciblées par le peloton qui a roulé. Je rigole pas, en fait, c'est vrai. J'ai vu pas mal d'équipes de favoris, que ce soit de Koenig Quick-Step, que ce soit Team Jumbo-Visma, que ce soit également Ineos. Ils se sont donné la main pour rouler devant et pour essayer de nous mettre un petit peu plus à l'amende. Parce que honnêtement, c'est pas tout à fait normal de pas arriver à rentrer et de mettre autant de temps que cela. Et encore, on en est loin là. Là, c'est un petit groupe de gens qui ont déjà été lâchés parce que le peloton roule à blinde. On voit Solaire par exemple qui doit être très très mal préparé en cette fin de saison. Donc vraiment délicat.
Oui, il y a aussi la UAE de Pogacar qui a pas mal roulé. On en voit certains à la fin en queue de peloton qui étaient un petit peu en train de craquer. Du côté de notre équipe, le seul Vendrame qui est un véritable poumon, le puncher Vendrame est le seul rescapé pour aider Gianni Moscon à essayer de remonter, quoi. Mais c'est pas évident, du coup je dois consommer Moscon. On verra qu'il y aura aussi Fulsang qui devra s'employer pour essayer de remonter. J'ai eu énormément de soucis sur cette toute petite partie là de course. Mon ordinateur qui avançait plus était en train de brouter. Vous avez vu Lopez, d'où les images saccadées par moment. Lopez qui est un petit peu en perdition, même s'il réintégrera le peloton. Et ça y est, enfin, ouf. Ouf, on a réussi à rentrer avant la dernière difficulté précédant Madonna Campillo. Donc à partir de là, il fallait vraiment pas être lâché au-delà de ce stade de la course. On a donc mis très très longtemps à rentrer. Trentin et De Gent notamment font partie des 3 hommes qui ont tenté de s'échapper sans réellement de succès. Et allez, Madonna del Ghisalo, pardon, j'ai fourché juste avant. Dans Madonna del Ghisalo, on se porte à l'avant, mais vous voyez, c'est déjà difficile. On a forcément perdu des équipiers. Du coup, d'autres équipiers doivent faire le boulot et commencent à être un petit peu à bout de force. Et Haru est malmené, en même temps que Moscon s'est déjà consommé. Donc c'est déjà un Tour de Lombardie qui est relativement mal embarqué pour ce qui est de notre équipe. Très mal embarqué à ce stade-là. Parce que, écoutez, on a déjà fait trop d'efforts avant même d'arriver dans la Colma di Sormano qui ensuite va enchaîner à gauche sur, ça y est, c'est parti, le mur. Le mur, voilà, c'est maintenant. Ça roule. Devant, on aperçoit Kwiatkowski. On a aussi Pogacar hein, qui est bel et bien présent. Bauke Mollema est au diapason. Il n'y a pas de problème. Tige Benoît, c'est le Sunweb que vous apercevez juste à côté. Voilà, à un moment donné, il lâche un peu, mais il est loin d'être terminé. Voilà, il y a Dan Martin, il y a pas mal de gens. Et nous, surtout, on est en très très grosse difficulté. S'en sortent le mieux Kwiatkowski, Dan Martin, Mollema, notamment. Tige Benoît qui fait ici une remontée assez fantastique. Patrick Conrad qui est dans les parages. David Gaudu est en souffrance de la même manière que Tom Dumoulin, que plein d'autres coureurs. C'est très difficile. C'est très difficile après ce mur de Sormano. Vous avez vu, il y a Aurélien Paré-Peintre qui par contre lui est bel et bien présent avec certains. Du coup, il y a quelque chose à boucher qui est délicat, hein, puisque vous voyez Barguil avec Dan Martin, mais devant, il y en a 2 qui s'expliquent. C'est Tige Benoît et Michal Kwiatkowski. Alors jusqu'à quand est-ce que ces 2-là sont-ils capables de tenir en tête, puisque derrière, c'est pas Dan Martin et Barguil qui vont rentrer sur les 2 de devant, hein, sans doute. Hein. Par contre, le groupe de derrière peut rentrer, mais sinon, il y a aussi le groupe dans lequel se trouve Fabio Aru avec Julien Alaphilippe. Ça peut éventuellement s'envisager, mais le mur de Sormano semble avoir fait de gros dégâts. Dans ce groupe, Fabio Aru, il y a aussi Tom Dumoulin, Patrick Conrad, c'est plutôt le groupe de devant avec Pogacar, notamment. Dan Martin a lâché, va lâcher dans pas longtemps, oui. Et oui, l'image saccadée, je le redis, mais voilà, c'est comme ça. J'ai pas une machine qui, à des moments, supporte les mises à jour qu'on cherche à me faire au même moment. Et en même temps, je vais pas recharger, parce que la course, c'est la course. Je vais pas recharger une nouvelle course. Donc voilà, les images, on excuse une fois pour toutes, sont un petit peu moins bonnes que d'habitude. Tige Benoît est en train de se détacher en tête. C'est exceptionnel. On est dans le Civilio. Il est en train de distancer Michal Kwiatkowski et Fabio Aru, qui est accompagné de Mathieu Van Der Poel. Fabio Aru qui remonte. Regardez-moi ça. La remontée fantastique de Aru. On aperçoit ici, c'est marrant, Rui Costa qui vient aider Pogacar, mais en fait, non, Pogacar n'en peut plus à ce stade. Donc, Aru, allez, tu dois continuer tout seul, mon grand. Tu dois continuer. Kwiatkowski n'est pas bien loin. Par contre, Benoît semble posséder une vraie avance
et sera peut-être difficile à aller chercher. Par contre, voilà, pour ce qui est de Kwiatkowski, on l'a récupéré. On est donc virtuellement deuxième déjà ici avec Haru, qui est un bon descendeur. Je me dis que peut-être dans cette descente du Civilio, célèbre pour notamment les hauts faits récents, au cours des années récentes de Vincenzo Nibali, on peut espérer peut-être revenir sur Benoît et Kwiatkowski qui est aussi derrière Haru. Toutefois, regardez, on l'aperçoit le Tiche. Il est là devant. Est-ce qu'on va réussir à la récupérer? Il n'est pas impossible qu'on récupère Tiche Benoît et qu'on s'explique à 3, hein, honnêtement. Hein. Donc le problème, c'est que Haru, il lui reste pas non plus la barre maximale. Je pense que pour avoir un Fabio Haru dans les meilleures conditions, tiens, retour de Pogacar. Pour avoir un Fabio Aru dans les meilleures conditions, il aurait fallu avoir plus de protection, et donc pas cette malchance-là qui nous a privé notamment du soutien de Moscone à ce stade-là de la course. Hein, c'est ça aussi qui est essentiel, c'est que s'il n'y avait pas eu cette galère de début de course, ben on ne se serait pas retrouvé avec Aru à qui il manque de la barre là, à ce stade-là. Allez, c'est parti. Descente de San Fermo della Battaglia, et ensuite ce sera un léger replat, puis la ligne d'arrivée. Pogacar et Kwiatkowski dans la roue de Fabio Aru. Et Tish Benoît qui probablement à la course gagne à ce stade-là, 40 secondes, c'est fait. On va juste s'expliquer pour les deuxième, troisième et quatrième places. Ah et oui, bah oui, au sprint forcément, il y en a un qui va moins vite que les deux autres, donc il s'est tapé tout le boulot pour rien. On est quatrième de ce Tour de Lombardie. C'est pas phénoménal, mais en même temps, vu les conditions de la course, on va prendre et on va rien dire. On reviendra l'année qui suit avec les dents qui rayent le parquet. Parce que là, bon, la victoire est magnifique, hein, surtout qu'elle est consécutive à un départ dans le mur de Sormano. En tout cas, en sortie de mur de Sormano, il y a comme ça 2 hommes qui sont sortis, et finalement, il aurait été bien difficile de les reprendre. En tout cas, pour Benoît n'aura jamais été repris, quoi. Donc, prime à l'échappée. Tiens, je complète le panorama des grands tours que je vous avais montré dans l'épisode précédent avec Carapaz qui a gagné sur la Vuelta. On est à l'heure des bilans. Désormais, bilan pour cette saison 2020. J'ai trouvé les résultats simulés, allez, à quelques exceptions près, plutôt corrects. Donc, ouais, Carapaz qui s'impose sur cette Vuelta, ce qui est pas délirant. Ça nous fait les 3 grands tours du côté d'Ineos. Hein, donc c'est assez violent. Après, en ce qui concerne les épreuves par étape World Tour, rien de bien choquant. Peut-être juste la surprise de début d'année sur Dalander. Ensuite, je vous avais montré Lopez. On avait vu aussi que Dumoulin avait gagné l'ITT des championnats du monde. Les champions nationaux sont corrects et les classiques se terminent avec les 5 monuments là. Tish Benoît qui prend la Lombardie. Donc énorme perf pour le Belge qui s'était aussi adjugé mine de rien le GPE3 et la Classica San Sébastien. Hein. Il fait une sacrée année le Tish. Il nous fait une sacrée année. Donc à partir de là, ben on n'a pas été phénoménal, mais en simulation, c'est vrai qu'on a tendance à rater pas mal d'objectifs, c'est normal. Donc acceptons-le, c'est comme ça. On passe, maintenant l'objectif c'est de passer à l'année qui suit, il n'y a pas à tortiller. Au niveau de l'indice, sans la moindre surprise, on est en dehors du top 19, hein. On est 23e, ce qui me convient tout à fait pour passer encore l'année prochaine en Continental Pro. On verra si on ressent le moyen de monter en World Tour ou pas. Ah oui, je me suis amusé à voter ensuite. J'estimais que Geraint Thomas, qui est vainqueur du Tour de France, méritait probablement la première place au niveau du vote pour coureur de l'année. Le deuxième qui méritait pour moi était Egan Bernal pour notamment sa victoire sur le Giro et sa place sur la Vuelta, plus il a gratté aussi un ou deux tours World Tour. Et après, troisième place naturelle pour Carapaz, ma foi, puisqu'il a gagné la Vuelta. Je voulais savoir si Alaphilippe méritait ou pas une mention dans les 5, mais je trouve pas qu'il ait fait une très belle année. Donc non, ça mérite pas. Ça mérite pas. Donc à partir de là, on va satisfaire avec le champion du monde, Miguel Angel Lopez, voilà. Et peut-être Roglic aussi pour ses très bonnes participations au Tour de France et à la Vuelta. Voilà
mon top 5, il est là. On va pas tarder à avoir le résultat de tout ça. Résultat qui sera fidèle hein, à ce que je viens de vous montrer. Donc voilà mon effectif pour la saison qui arrive. Il n'est pas très fort, mais c'est aussi ce qu'on veut dans cette carrière. Voilà, donc ça c'est le résultat en version PCM, et puis ça c'est le bilan grâce à PCM Fast Editor. C'est un tout petit peu plus joli. Donc Vélodor, Guérin, Thomas, avec tous les petits bilans des podiums ou résultats remarquables sur cette année 2020. On a simulé et on se retrouve au 1er janvier 2021. Donc on l'a bien compris, voilà, nouveaux objectifs sponsors qui sont peut-être un petit peu plus intéressants que les précédents. On a normalement une invitation sur chacun de ces objectifs, ce qui fait qu'on va peut-être pouvoir participer à certaines courses très intéressantes. Je vous ai déjà dit que le fait ou pas de courir un Giro était conditionné à l'évolution légère de Haru, parce que si avec 75 et 75, je le cours pas, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien, sauf si on a quelques jeunes qui émergent et avec la possibilité de voir aussi autre chose que Haru, hein, parce que il faut qu'on ait plusieurs choses à voir pour que ce soit intéressant, juste pas viser une 12e place, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Gianni Moscon est à ce stade le meilleur coureur de cet effectif, très très nettement, hein, mais il est talonné ensuite par Moschetti, Vendram et Haru. Alors, Moschetti, je vais plus le développer dans Trek. Donc je vais le laisser partir et je vous en parlerai pas beaucoup dans cette partie, ok? Je vous avais dit que c'était plus ou moins une erreur de ma part. Vendramé, en revanche, mérite d'être développé. Puis la question avec Fabio Haru, hein, progressera-t-il ou est-ce qu'à 30 ans, on peut estimer qu'il ne récupérera plus jamais? Je pense qu'il a encore du potentiel sur ses notes. Mais le problème, est-ce qu'il le développera ou pas? Ça, c'est une question à laquelle j'ai pas la réponse. Je crains que éventuellement non. Hein. Après, il y a Affini, Cimma et Fabro qu'on regardera, plus les jeunes qui ont été recrutés. Chipoletta est aussi inclus dans ce package alors que j'en avais recruté 5. Parce que Chipoletta, c'était un régène, mais de début de partie. Hein. Je l'avais pris au tout début. Et honnêtement, il est assez intéressant. Il n'y a que 2 leaders dans cette équipe, qui sont Moscon et Haru. Ça va simplifier ici la répartition des objectifs. Donc je fais quelque chose d'assez classique. Je pense que sur les Flandriennes, on pourrait avoir quelque chose à faire avec Moscon, surtout qu'il va être entouré de quelques équipiers très sympathiques comme le jeune Balan ou alors le jeune français aussi Poupard, voilà, qui ont tous les deux une note de pavé qui est plus que sympathique. Donc il y a peut-être ces courses-là qui apparaîtront. Je verrai bien au moment en fait, hein, si j'inclus certaines ou pas, mais ça m'étonnerait si on est invité sur Paris-Roubaix, ça m'étonnerait qu'on le joue pas. Hein. Voilà. Euh, Sinon, début de partie où je répartis un tout petit peu certaines choses, mais après mon plan il est très simple. Hein. A priori, sauf retournement de situation, Moscon leader sur beaucoup de classiques et Haru leader sur Tirreno. Voilà. Et j'ai fait ma répartition en 2, 3, 4 temps même, parce que j'avais pas encore les réponses à toutes les invites. Ensuite, j'ai été obligé du coup de préparer déjà le terrain pour pas que la première semaine ou la deuxième semaine soit sacrifiée sur le plan de la préparation. Donc j'ai déjà fait un petit truc lambda là qui passe, je l'ai étendu à tout le monde pour que tout le monde démarre avec 3 semaines à 100%. Voilà. Et une courbe qui est pas du tout optimale. Vous voyez, cette courbe, c'est pas du tout la courbe qu'on aura réellement. Mais c'était juste pour pouvoir faire un petit peu passer le temps et avoir des réponses. Une fois que j'ai su par simulation où est-ce que j'allais être invité, j'ai rajouté toutes ces courses au calendrier de mes coureurs, et donc dans l'onglet planification, j'ai pu commencer à combler un petit peu. Je sais que par exemple, Tour de France, je crois qu'on n'a pas été invité à voir, mais il me semble qu'on n'a pas été invité. Giro, oui, bien sûr. En fait, on a été invité sur tout ce qui est italien, hein, que ce soit World Tour ou pas, on a été invité sur tout ce qui est italien. Et après, on a eu la chance aussi d'être invité sur, par exemple, Go Wevel Game comme l'année précédente, mais aussi GPE3. Voilà, ça c'est le détail de planif pour Moscon qui est essentiel puisque je vais l'ajuster celui-là
le round est l'objectif, mais je veux le pic de manière très serrée en fait. Hein. Donc j'ai fait mes petits calculs de simu, vous voyez toujours pareil. S'il participe au Tour de Colombie, alors on se retrouve avec 86,7 points le soir du GPE3, ce qui fait en fait trop de points par rapport à un pic voulu le matin du round. Non, en fait, si on supprime la Colombie, en tout cas, voilà, il me faut donc supprimer cette course, alors que à Bistodenas, hein, comme on dit dans le patois de mon pays, ben, en fait, à première vue, disons, il m'avait fallu inclure cette course, quoi. Mais non, ce sera pas le cas. Donc, vous voyez, petits ajustements. En fait, c'est toujours ce que je fais en général. Je balance un petit planning à l'œil, on va dire. Et une fois que ce planning est établi, je fais mes calculs et je vois si je retire ou si j'augmente le nombre de courses. Et c'est souvent comme ça que je fais. Et cette planification était un petit peu différente des autres, en ce sens que d'habitude on a une équipe World Tour, hein, plus ou moins, ce qui fait que la planif elle est plus facile à faire, parce qu'on a déjà une lisibilité sur ce à quoi on va être inscrit, les courses sur lesquelles on sera et les courses sur lesquelles on sera pas. En l'occurrence là, qu'est-ce qu'on va rater? On va rater Paris-Nice. On ne sera pas invité non plus en Catalogne, on ne sera pas invité sur le Pays Basque, on va pas être invité non plus en Romandie, c'est-à-dire qu'en fait on va rater énormément de courses par étape, Dauphiné, Suisse, j'en parle même pas, Pologne peut-être on va y être, peut-être qu'on va être en Pologne, mais par contre sur les classiques, ce qui est bien c'est qu'on a été invité probablement grâce aux bonnes notes de certains de nos coureurs, je sais pas comment le jeu fait, outre la nationalité de l'équipe, est-ce qu'il prend en compte ça, toujours est-il que y compris, on avait eu par exemple participation à Amstel et Flèche Wallonne l'année précédente, ce qui était déjà bien d'être invité sur les deux. Ben là, on va être invité aussi à Liège. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a motivé à mettre le pic de Moscone le matin du Tour des Flandres pour espérer le conserver jusqu'à Liège inclus à peu de choses près. Donc voilà, après évidemment joueront un rôle sur ces classiques-là Scarponi, Balan, et puis on va reparler. Premier aperçu justement de tout ce qu'on pourrait espérer tôt ou tard sur les classiques, soit cette année ou l'année qui suivra. Hein. Bah, sur le home loop, alors c'est vrai qu'on n'a pas une forme prévisionnelle phénoménale, d'ailleurs la forme effective ne l'est pas non plus, on est à 0 pour Moscone, on est à quelques formes négatives pour certains de mes gars, donc c'est un petit peu dommage, mais en même temps c'est aussi ça, hein, on n'est pas sous pic, on s'expose à quelque chose de potentiellement négatif pour certains, c'est pas ça qui va nous empêcher de faire le boulot, essayer de se positionner. De toute façon, c'est toujours la même chose. Hein. Sur Home Loop, il faut être très bien positionné au pied du mur de Grammont. Voilà. Et donc, tout ce qui est avant doit servir uniquement à ne pas se faire éliminer. C'est une course d'élimination. On voit par exemple, je n'arrête pas de replacer Vendrame, je n'arrête pas de replacer Scarponi. Bon, Moscone a un petit peu moins besoin d'être replacé parce qu'il est naturellement plus apte à garder sa position. Mais c'est aussi un aspect du jeu dont j'ai jamais parlé, mais que vous avez tous remarqué un jour ou l'autre. Pourquoi certains coureurs vont plus ou moins facilement garder leur position. Vous savez, quand vous faites le garder la position avec les deux flèches qui vont l'une vers l'autre, là, hein, à côté de l'effort curseur, entre l'attaque et l'effort curseur, il y a cet onglet garder la position. Ben, pourquoi est-ce que garder la position marche mieux avec certains qu'avec d'autres? J'ai pas de réponse absolue, c'est pas moi qui fabriquais le jeu, je manque de références pour ce qui est de garantir des réponses à ça, mais j'ai quand même des impressions, alors je vais les donner. Je pense, ce sera peut-être l'occasion d'échanges positifs sur les commentaires d'ailleurs, je pense que la capacité d'un coureur à garder la position dépend de ses notes, de sa forme du jour, essentiellement. Parce que j'ai déjà remarqué, par exemple, sur quelqu'un qui n'est pas dans cette partie-là, sur Tim Wellens. Tim Wellens à plus 5, il ne décroche jamais des 5-10 premières positions. En revanche, à 0, à 1 ou à 2, vous pouvez avoir un Tim Wellens qui recule un peu. Donc, est-ce que va être prise en compte la note du coureur? Allez, Johnny Moscone qui a bien négocié le mur de Grammont, là. C'est pas mal. Il va falloir se caler dans la roue de Wout van Aert. Tant pis, on laisse partir ce qui part. C'est pas un drame.
Ouais, vous voyez Peter Sagan en l'occurrence qui est bien seul devant, hein. Est-ce que ça va le faire? Donc voilà, moi je crois que c'est vraiment lié aux notes. Je vais viser plutôt Kasper Asgreen parce que Wout van Aert m'a l'air moins bien là. Il a l'air moins bien, donc on va essayer de faire le boulot, de revenir sur Asgreen. Il y a Luke Rowe également dans la roue là de Moscone. Ils sont 5 à pouvoir éventuellement chasser Peter Sagan, mais ça va être déjà très tendu parce que Sagan a la capacité d'aller au bout, hein, dans ce type de situation. Ouais, derrière c'est battu déjà. Que ce soit Garcia Cortina, que ce soit Sylvain Dillier, que ce soit Nils Pollitt, c'est battu. Et là, ouais, pendant qu'évidemment je regardais l'arrière, hein, logique, hein, ça a attaqué dans mon dos, donc c'est génial, j'ai pas pu répliquer. Ça c'est un peu la spéciale PCM en. Bref. Ok, donc Moscone qui va essayer de boucher comme ça le trou, il va reprendre Van donc, mais par contre, il y en a un qui va être dur à prendre, c'est Asgreen, qui a rejoint Peter Sagan ainsi que Luke Rowe, et donc bah, il reste plus qu'à croiser les doigts et à sprinter, voilà, c'est tout. Donc Sagan, vainqueur ultra logique, le tiercé dans l'ordre, Sagan, Asgreen, Rowe, et quatrième place pour Gianni Moscone, qui n'est pas non plus scandaleuse. Voilà, on est dans les clous, on a notre top 5 voulu par le sponsor, c'est une bonne chose. Donc ensuite, on aborde une course italienne, donc sur laquelle il faut avoir encore plus d'attention. C'est l'Estrade Bianche, objectif 3 étoiles pour le sponsor. Donc à ne pas galvauder, au contraire, il faut essayer de faire le max. D'autant plus que l'année précédente, sur le profil classique, hein, proposé par le jeu, Gianni Moscone avait gagné, donc il s'agirait d'essayer de bien figurer cette fois-ci. Et on voit Bettiol, Van Mark, on a aussi la présence de Mats Pedersen, on a quelqu'un comme ça, Simon Yates également. Je suis sur le variant DF Trek, hein, 2018 DF Trek. On va compter sur Balan pour faire le boulot, mais au bon moment, c'est-à-dire pas tout de suite du tout. Ça ne sert à rien. De toute façon, actuellement, il y a d'autres équipes qui roulent. Pour ce qui est du jeune Scarponi, il pourra œuvrer dans une partie peut-être un peu plus vallonnée, avec ou sans gravillon, et, l'autre intervenant pour aider Moscone parmi les équipiers phares, entre guillemets, sera Vendrame, qui lui aura aussi du boulot sur portion vallonnée pour essayer peut-être à un moment donné d'étirer la course, hein, et de permettre à Gianni Moscone de placer ensuite les attaques ou suivre les contre-attaques éventuellement aussi au bon moment et dans de bonnes conditions. Voilà, les rôles sont répartis. Pour moi, les trois autres doivent servir à protéger. Et il y a trois équipiers majeurs qui doivent aider Gianni Moscone dans la conquête de deuxième Strade Bianche consécutive. Ce serait idéal. On aperçoit ici Kudus notamment, qui fait partie de l'échappée. Allez, c'est parti. Vendrame, phase 1. On va accélérer pour essayer de réduire le groupe. Alors, ce variant a la particularité de proposer des secteurs pavés une étoile pour modéliser les secteurs de gravillon. Ce qui, je vous en ai déjà parlé, me paraît être une idée juste géniale. Et ça assure une course très agréable, une course magnifique, avec, je dirais quand même, chance égale entre les punchers purs, à l'image de Simon Yates, et les Flandriens purs, à l'image par exemple de Stuyven qui est présent là, hein, ou Van Mark. Voilà, Van Mark est encore plus Flandrien pur que ne peut l'être Stuyven, qui est un petit peu meilleur sur secteur vallonné, hein, Stuyven. C'est pour ça que je parle de Van Mark plutôt comme référence de Flandrien assez pur. Scarponi servira-t-il? Ça va être délicat car il est en souffrance. En l'occurrence, par contre, c'est Vendrame qui fait plus de boulot que ce que je l'aurais imaginé. Un énorme Vendrame. Pourtant, Vendrame, pas non plus dans la forme de sa vie, hein, mais il est très fort. Il est très fort. Scarponi, vous voyez ici le petit jeune qui protégeait, ont explosé. C'est l'heure de Balan. C'est à lui de prendre le relais maintenant. Vendrame a terminé le boulot. Balan est en train de faire du très gros taf sur ces secteurs-là. C'est pour ça que je l'avais gardé au chaud, protégé, en tout cas emmené dans la roue de Moscone depuis pas mal de temps. Après, je récupère un peu. Voilà, il faut récupérer par secteur.
quand d'autres équipes peuvent nous apporter un petit coup de main. Ici, on a aperçu Need Solo qui bossait pour Pedersen. Pedersen est un team UAE dans la partie. Attention à IF1, oui, ils sont présents à 2, donc on les craint énormément. Je vais essayer de gérer au mieux le restant d'énergie de balance, c'est-à-dire qu'on va osciller entre dernier petit relais et protection finale à Moscone avant de lâcher les chevaux. À quel moment? Mais lorsque ça va commencer à partir au niveau des favoris. On a vu notamment Bettiol, Pedersen qui partent, donc il faut faire très attention. Il y a également Stuyven qui est dans le coup, il y a aussi Van Mark et on aperçoit Simon Yates juste derrière. Donc Van Mark est là instigateur puisqu'il travaille pour Bettiol. Mais regardez, je tente une contre-attaque. Voilà, ça a suivi, il n'y a pas de problème. Van Mark qui continue à travailler pour Bettiol. Pedersen, donc à ce stade-là, il faut regarder qui. Attention Amador, mais Amador, je n'y crois pas trop quand même non plus sur ce profil-là. Attention à Pedersen, à Bettiol et à Yates. En définitive, puisque Stuyven a été éliminé à ma grande surprise lors de cette bagarre déjà préliminaire au secteur du Tolf dans lequel on se trouve actuellement. Il va falloir surveiller Bettiol puisqu'il avait un super équipier de luxe, à personne de Van Mark, et Bettiol qui sort, et je ne peux rien faire, Bettiol est plus fort. Bettiol est plus fort ici, en cette sortie de secteur du Tolf. On a vu Bettiol partir, est-ce qu'on le reverra? Il n'y a rien de moins sûr. Pedersen, Yates en galère. Il n'y a que Amador qui peut nous ramener. C'est énorme. Amador, il fait des super Strade Bianchi. C'est peut-être le moment de tenter le Vatou, là. Voilà. Il faut tenter le Vatou parce que Moscone a récupéré un peu dans la descente. Et il faut tenter le jump vers Bettiol. Sinon, de toute façon, on va rien faire d'autre que emmener les autres. Ouf! Le rapprocher a eu lieu. Et là, c'est une énorme affaire parce que on passait de statut d'enterré quasiment, enterré avec les autres à l'arrière à 20 secondes. Et Bettiol qui courait vers une victoire quasi certaine. On passait de ça à la roue de Bettiol qui laisse augurer de la meilleure suite possible. Là, pour le coup, suivre Bettiol avec une 15-20 de secondes, quoique. Regardez, ça revient. Oh là 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 là. Gianni Moscone, il va fin du mur de Sienne, c'est le moment où il faut accélérer, on se pose plus de questions, on sprint jusqu'à la ligne d'arrivée qu'on va franchir en vainqueur, et voilà une victoire qui n'a rien à voir avec celle de l'année précédente, elle est beaucoup plus valeureuse, ouf, elle fait bien plaisir parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné une course. Tiens, pour le coup, le moral a été en disette de Gianni Moscone, mais le mien commençait à l'être aussi, celui de l'équipe, on n'avait rien gagné depuis un bon moment. On tape les Strade Bianchi, victoire de choix pour Gianni Moscone. Le sponsor, s'il est satisfait, pourrait monter à 290 000, ce qui est pas mal au niveau du budget, ça nous permettrait de faire de jolies choses. Donc à voir. Et là, c'est le petit focus sur l'entraînement dont je voulais un petit peu parler en cette toute fin d'épisode. Vous voyez un peu le comparatif aussi à gauche avec les notes des mêmes coureurs au 26 octobre 2020. Donc on voit qu'en quelques mois, les choses ont un petit peu évolué, notamment pour Balan, pour Loubet, pour Monnier, Poupard, Scarponi, mais aussi ceux qui étaient en début de partie, qui ont continué à monter, certains, on pense à Affini ou Chima, par exemple, qui sont des vrais coureurs. Donc le petit Emilio Balan, il est plus prometteur que jamais. On pourrait se régaler, franchement, avec ce type de coureur. Petit Loubet, on a vu Scarponi. Il y a quelqu'un aussi qui est à surveiller, le petit Félix, là. Il va falloir faire attention à lui, il a l'air pas mal. Poupard est un bon coureur pour les pavés, déjà. Et ce petit Alessio Scarponi s'annonce de la meilleure veine qui soit. Pas comme, ça va être la serial blague, pas comme Haru, pour lequel j'ai de l'inquiétude. Il va peut-être falloir que je lui change son préparateur, parce que vous avez vu, on est à 4 étoiles, il s'est lassé, alors que je lui avais offert un préparateur que pour lui. Bref, voilà. On verra bien comment ça évolue, mais on suivra évidemment toutes ces questions d'entraînement, de préparateur et compagnie. A plus, bye bye.